sociale. Autrement aussi, la pédagogie par la nature stimule les compétences langagières et les capacités à communiquer. Et cela vient notamment du matériel non structuré, non manufacturé qui est mis à disposition parce que, par exemple, s'il y a une petite qui récolte plein de pommes de pin et qui veut jouer à la marchande de glace, et ben, elle va devoir dire à ses copains que telle pomme de pin, c'est une glace à la saveur vanille ou une autre pomme de pin, c'est saveur chocolat menthe. Donc, elle a vraiment... voilà, il y a besoin de ce langage en fait pour mettre des mots sur ce qu'inventent les enfants. D'ailleurs, une activité coup de cœur des écoles de la nature, c'est la cuisine de la boue, où en fait on réserve un petit coin de nature et on met une petite cuisine avec des poêles et puis des ustensiles de cuisine, et les enfants vont voilà, créer des plats, s'amuser, et ça marche super bien, et les enfants font preuve d'une grande créativité qui ferait pâlir les plus grands chefs étoilés d'ailleurs. Et autrement, la pédagogie par la nature, elle aide à développer de nombreuses compétences transversales, notamment la connaissance de soi et la confiance en soi. Par exemple, s'il y a un enfant qui, pendant une semaine, qui cherche vraiment à escalader un rocher particulier et que il finit par y arriver, il va être vraiment content de lui et gagner confiance en lui. Et puis, à travers ce cheminement pour arriver à escalader, il aura appris des choses sur lui, il se connaîtra mieux. Et donc, c'est vraiment se connaître à travers l'expérience. En pédagogie par la nature aussi, il y a l'autonomie et la responsabilité qui sont éveillées. Les enfants sont actifs et comme on laisse des choix aux enfants, notamment sur les activités qu'ils veulent faire, ça aide les enfants à prendre des décisions. Et quand on amène des enfants en nature de manière régulière par tous les temps et par toutes les saisons, on les encourage à développer plusieurs savoir-être et savoir-faire, tels que le fait d'être bienveillant envers soi-même, avec les autres et avec la nature. Et ça, c'est grâce aussi à la posture des éducateurs qui eux-mêmes incarnent cela et qui encouragent ça. L'empathie aussi et l'estime de soi. Et aussi beaucoup la capacité à s'adapter et à trouver des solutions, qui sont des compétences primordiales dans notre société actuelle qui change rapidement. Donc, par exemple, s'il se met à pleuvoir ou si on a froid, en fait, on ne va pas être confortable et ça va nous amener à sortir de nos zones de confort. Et donc, c'est aussi accepter, accueillir ça et puis voir comment on fait. Et on peut aussi trouver des solutions comme faire un abri avec une bâche ou renforcer le toit de la cabane pour pas qu'il y ait de gouttes. Donc, tout ça, c'est vraiment des qualités que les enfants développent. Et la résilience notamment, donc c'est ça, c'est cette capacité à s'accommoder au monde sans chercher à anéantir tout ce qui nous y dérange. Et donc, on en a énormément besoin actuellement pour créer des relations harmonieuses entre nous. Et aussi, dans la nature, on se rend compte qu'on n'est pas dans la nature, mais qu'on est de la nature. Qu'on fait partie d'elle et ça donc c'est important de recréer ce lien qui nous unit à elle, au vivant, à l'ensemble du vivant, parce que pendant des décennies on a créé cette dichotomie entre l'humain et la nature, mais finalement on est tous reliés, et d'où l'importance justement du contact avec une nature sauvage, parce que ça nous fait prendre conscience que l'humain ne peut pas tout contrôler, et ça nous remet aussi à une juste place qui est dans l'ensemble du vivant, qui est une place beaucoup plus humble et plus vulnérable et plus respectueuse justement des autres éléments du vivant avec qu'on côtoie. Donc voilà les bénéfices de la pédagogie par la nature, et avant tout c'est surtout veiller en tant qu'éducateur, pédagogue, à ce que les enfants gardent ce qu'il y a de plus précieux en eux, et c'est-à-dire l'émerveillement, la joie de vivre, la vitalité, la curiosité,
suivre les passions qui les animent et rester en contact avec leur flamme intérieure. Donc ça, à la base, c'est ça. Et donc voilà pour les avantages principaux, enfin les bienfaits principaux de la pédagogie par la nature. Et je vais aussi parler donc du jeu libre, qui est donc un ingrédient clé de la pédagogie par la nature. Les pédagogues laissent du temps aux enfants pour qu'ils puissent aller à la découverte de la nature et qu'ils puissent s'immerger dans une activité. Donc en dehors des moments structurés, les enfants sont libres de courir, de sauter, de grimper aux arbres, de toucher la terre, de patouiller la terre, de se reposer et de contempler aussi selon leurs besoins. Donc finalement, c'est laisser aux enfants le temps d'être enfants, finalement. Quand les enfants sont dans la nature, ils se mettent tout de suite en activité, ils vont grimper dans les arbres, ils vont faire des cabanes, ils vont faire plein de choses et ça se passe vraiment naturellement. Il n'y a personne qui leur demande de faire ça. Ils suivent leurs élans et quand les enfants sont en compte, enfin c'est la magie du contact du vivant avec le vivant. Les enfants, quand ils sont dans la nature, ils redeviennent vivants. Et en pédagogie par la nature, on parle beaucoup de flow learning. C'est l'apprentissage dans lequel l'activité coule d'elle-même, où l'enfant est complètement immergé dans son activité, tout son corps. Et donc du coup, les éducateurs font attention à ne pas interrompre les enfants quand ils sont dans cet état-là, parce qu'ils apprennent plein de choses et c'est super important. Et donc, ce que l'enfant apprend durant le jeu libre, c'est la socialisation, la conscience de soi et des autres, l'imagination, la confiance en soi, le langage et l'empathie. Voilà. Et je vais vous parler aussi de la prise de risque. Donc, la prise de risque mesurée dans les écoles de la nature, qui est aussi quelque chose de très important. Donc, peut-être que si vous entendez des écoles de la nature, votre premier réflexe, c'est de penser que ça peut être dangereux. Et finalement, il y a des études qui montrent, alors qui ont été menées au Royaume-Uni, où là-bas, c'est beaucoup plus développé les écoles de la nature depuis plusieurs décennies. Et donc, il y a des études qui montrent que finalement, il y a moins d'accidents dans les écoles de la nature que dans les écoles classiques. Et c'est dû au fait qu'on laisse les enfants apprendre et découvrir leurs propres limites, explorer leurs limites, et ce, dans un cadre sécurisé. Donc, les éducateurs établissent un cadre sécurisé pour donner aux enfants une liberté maximale, en pratiquant notamment l'analyse de risques et de bénéfices, donc, qui est un outil de sécurisation qui permet de recenser les risques possibles, potentiels, sur un site, dans une activité, et du coup, de les évaluer et de les mettre en relation avec des mesures préventives. Donc ça, c'est très important. Et par exemple aussi, avant tout accueil de public, les éducateurs vont venir sur place, sur le lieu, et voir s'il y a des dangers, enlever les dangers. Ça peut être par exemple une branche qui commence à se détacher qui a été, parce qu'il y a eu un vent fort la nuit précédente. Donc là, soit on coupe tout de suite la branche, ou soit on va dire de ne pas rentrer dans cette zone-là pour la journée avant qu'elle soit coupée, que ce soit mis en sécurité, cet espace-là. Donc ça, c'est très important. Et aussi, les règles à respecter pour les enfants sont claires et répétées régulièrement, ce qui fait que les enfants se les répètent très vite entre eux. Et par exemple, dans les règles typiques d'une école de la nature, ça va être de toujours demander à un adulte si on a le droit de mettre quelque chose dans sa bouche. Ça va être de prendre soin des autres, donc de ne pas lancer de cailloux, donner de coups de bâton aux autres. Aussi, ça va être de toujours rester à une distance où on voit un adulte. Et par rapport au feu, ça va être de marcher uniquement autour du feu et donc de ne pas courir. Et il y a certaines structures qui mettent une corde rouge autour du feu pour marquer la limite physique à ne pas franchir, pour ne pas être trop proche du feu. Donc, parce que ces règles sont faites de bon sens et parce qu'il n'y en a pas beaucoup finalement,
c'est très facile pour les enfants de les respecter. Et voilà, je pense pour la partie prise de risque. Super. J'ai oublié de faire défiler les slides, de parler des slides. Je vais continuer pour vous parler un petit peu de la posture du pédagogue par la nature, son rôle et les façons d'apprendre dans la nature. Donc, Adeline, elle a déjà, je vais peut-être me répéter dans quelques phrases, mais voilà, c'est ça, la pédagogie par la nature, c'est voilà, il y a plein de choses qui sont importantes et donc les bases pour être un bon pédagogue par la nature, c'est bien sûr d'aimer soi-même déjà la nature. Si on n'aime pas la nature, ça sert à rien d'enseigner. Voilà, c'est vraiment la base. Et j'aime transmettre ce lien que j'ai avec la nature aux enfants. Ça, c'est quelque chose de très important. Ensuite, je traite la nature avec respect parce que voilà, les enfants, ils ont tendance à imiter mes gestes. Donc, il faut que je sois vraiment exemplaire et que je commence pas à scier les arbres et tout ça, quoi. Donc, il faut que je sois respectueuse. Ensuite, la base, c'est bien sûr respecter les principes de la pédagogie par la nature. Donc, Adeline, elle nous a parlé du jeu libre et de la prise de risque mesurée. Donc, ça, c'est les principes de base, finalement, de la pédagogie par la nature. Et donc, je les mets en œuvre tous les jours et je connais aussi donc tous ces bienfaits du jeu libre et de la prise de risque mesurée. Et quelque chose de très important aussi, c'est en tant que pédagogue par la nature, je fais confiance aux enfants. C'est que si je fais confiance aux enfants, ils vont avoir une confiance en moi aussi et les liens vont être beaucoup plus sympas et on pourra faire les choses sereinement. Voilà. Après, le rôle d'une pédagogue par la nature, c'est bien sûr veiller au bon développement d'un point de vue moteur, émotionnel, cognitif et social. Donc, que de guider les enfants, je suis plus une accompagnatrice. J'accompagne les enfants dans les situations quotidiennes et je l'accompagne aussi dans ses découvertes du milieu naturel. Alors, il y a quelque chose de très important aussi parce qu'il y a beaucoup de réseaux en France, le réseau École et Nature, il y a les scouts et tout ça. Donc, nous, on se différencie vraiment de ces réseaux-là parce que nous, on est plus dans une démarche de bien-être. Après, je ne dis pas que les autres, ils ne le font pas, mais on met moins en avant, par exemple, le côté naturaliste. Donc, les enfants, ils ne viennent pas dans la forêt pour qu'on lui apprenne ça, c'est un chêne, ça, c'est un. Ça, c'est voilà, on ne lui apprend pas tous les noms des arbres, des animaux, ça vient après naturellement dans l'évolution, ça va se passer tout seul, mais c'est pas nous qui allons, c'est pas une priorité dans la pédagogie par la nature. Voilà. Après, on veille au respect du rythme naturel de chaque enfant. Voilà, ça c'est normalement ça devrait chaque éducateur devrait le faire, même s'il ne travaille pas dans la pédagogie par la nature. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, on se fait confiance.
pour que les enfants puissent faire des découvertes par eux-mêmes. Et c'est en faisant des découvertes par eux-mêmes, justement, qu'ils vont faire des apprentissages qui vont être encore plus ancrés en eux-mêmes s'ils les apprennent par eux-mêmes que par l'intermédiaire d'un adulte. Ce qui est très important, bien sûr, c'est de laisser une grande liberté aux enfants. Les lieux naturels sont très, très inspirants pour les enfants, donc ils vont être frustrés si on va les couper dans leur élan de grimper dans les arbres, de courir, voilà, c'est vraiment, on leur offre cette grande liberté. Bien sûr, il faut qu'on intervienne si leur sécurité est en danger. On ne leur fait pas faire n'importe quoi non plus, hein. Il y a des règles à respecter. Adeline, elle nous en a parlé. Donc, on intervient quand un enfant il a froid, par exemple, ou quand il est mouillé. On va demander aux parents de toujours mettre un change, par exemple, dans le sac à dos pour qu'on puisse changer les enfants et pour qu'ils aient toujours qu'ils aient bien chaud. On va intervenir quand un enfant a peur, quand il est en danger, quand il a une question, quand il est question de le sensibiliser à la nature et à son respect. Et on leur apprend à vivre ensemble. Voilà. Après, les façons d'apprendre. Donc, aujourd'hui, à l'école, les enfants, ils ont beau apprendre plein de choses de la nature, ils sont souvent cloîtrés entre quatre murs. L'avantage d'une école en nature, c'est que les enfants, au lieu d'apprendre les arbres et leur fonctionnement dans les livres, ils vont plus faire l'expérience directe avec tout leur sens. Parce que du coup, on leur apprend à toucher, à sentir, à écouter, à regarder et à développer aussi le goût. Donc tout ça, c'est du concret pour les enfants et par l'intermédiaire de tous ces sens, il va intérioriser les apprentissages. Il va apprendre à compter avec des cailloux ou avec des bâtons et il va apprendre à écrire, par exemple, dans le sable. Alors, un enfant qui se rend en nature régulièrement, il apprendra tout naturellement le cycle des saisons. Il va intérioriser ces cycles tout en trouvant des repères réguliers et sécurisants. Donc, il connaîtra, oui, il connaîtra parfaitement voilà, qu'en hiver, il fait froid, il faudra bien se couvrir. En été, il fait chaud. Au printemps, il y a les fleurs qui commencent à pousser. Donc, il va intégrer tous ces cycles de la saison. Il va les intégrer tout naturellement et sans qu'on lui apprenne finalement qu'on le lui apprenne. C'est par lui-même qu'il va comprendre plein de choses. Alors, je voudrais terminer par cette phrase ce que nous aimons et respectons, nous aurons à cœur de le protéger. Donc, finalement, c'est ça qu'on a envie aussi d'apprendre aux enfants, c'est d'avoir ce lien émotionnel avec la nature pour que ensuite l'enfant il protège et sauvegarde la planète par la suite et qu'on ait plein de graines qui vont sauvegarder notre belle planète. Je vais laisser la parole à Adeline pour qu'elle vous explique peut-être en 2-3 mots déjà ce qui est le réseau de la pédagogie par la nature et peut-être aussi parler des projets
les porteurs de projets qui sont membres du RPPN. Voilà. Oui, alors le RPPN, comme je vous disais, c'est un réseau qu'on a créé à 12 personnes en fin d'année 2017. Donc ce réseau, il a pour but de promouvoir les principes et les bénéfices de la pédagogie par la nature, de fédérer, de mettre en lien et de représenter les structures d'accueil en nature dans toute la France, et d'être une ressource pour toute personne qui cherche à se documenter sur la pédagogie par la nature. Et enfin, de nourrir la réflexion professionnelle et favoriser les échanges justement entre professionnels. Aussi, nous avons mis en place une formation inspirée de la formation qui existe au Royaume-Uni. Et voilà, elle est en développement, elle a déjà des modules de créer. Et l'idée, c'est ensuite vraiment qu'elle soit certifiante. Alors, pour vous donner quelques clés, enfin, quelques chiffres. L'année dernière, en 2020, on était 375 adhérents au RPPN. Et on recense à peu près une centaine de projets en cours de création ou créés en France actuellement. Donc, que ce soit des activités extrascolaires ou des écoles en scolaire. Et, la plupart des projets qui existent, ce sont des activités extrascolaires et périscolaires. Il y a encore très peu d'écoles en France de la nature. Il y a quelques écoles maternelles qui voient le jour et notamment Caroline porte le projet de l'école buissonnière de l'île de Ré qui devrait ouvrir en septembre 2021. En tout cas, j'espère fort. Et sinon, depuis les confinements et le Covid, l'intérêt grandit en France parce que les personnes se rendent compte de l'importance de la nature dans leur vie, en fait. Le fait d'avoir été coupé pendant les confinements fait qu'il y a donc de plus en plus d'intérêt pour la pédagogie par la nature. Et on remarque au RPPN qu'on est vraiment, justement, depuis le Covid, qu'il y a beaucoup d'enseignants qui nous contactent parce qu'ils sont intéressés pour faire des formations, pour trouver des solutions aux contraintes avec l'intérieur. Et puis pour se mettre aussi en lien avec d'autres enseignants qui pratiquent déjà la pédagogie par la nature. Donc il y a vraiment une grande effervescence encore plus depuis le Covid. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Caroline, si tu veux ajouter quelque chose. C'est très bien. Il est moins le quart, du coup, je vous propose qu'on passe au temps de questions-réponses. Ouais. Si ça vous va. Alors, il y avait une première question de Catherine qui demande comment s'appelle le nom de Léa Flatos. Ah, donc c'est E-L-L-A. Est-ce que c'est bon? Ouais. Et là, Flatau. Donc c'est F-L-A-T-A-U. Je le prononce un peu à l'allemande parce que voilà, c'est mes origines. Peut-être en français, on dirait Ella Flato. Je vois. Il y a Catherine qui dit merci, donc ça doit être bon. N'hésitez pas à poser vos questions soit à l'oral en désactivant vos micros ou directement dans le chat, c'est comme vous voulez. Il y a Marina qui demande où trouver une formation d'animatrice PPN. La seule formation que j'ai trouvée est complète. C'est avec Autour du feu, c'est la formation du RPPN que tu as essayé de… Oui, Elle dit oui, c'est Autour du feu. Oui, effectivement, il y a énormément de demandes pour cette formation et Julie et Ruth ont vraiment du mal à donner suite à tout le monde, on va dire. Et du coup, on est en train de voir si on peut trouver d'autres formateurs pour créer d'autres formules encore et à différents endroits pour vraiment faire appel à toute cette demande qu'il y a. Adeline, il y a
il n'y en a pas d'autres aussi? En attendant, il y a toujours quand même la formation en ligne de Émilie d'Éveil et Nature. Ah oui, c'est vrai. Qui donne déjà oui, qui est beaucoup de clés sur la pédagogie par la nature. Alors certes, c'est en ligne, mais c'est déjà enfin, c'est super quoi. Voilà. Alors Marina qui demande encore si cette formation en ligne est-elle suffisante pour commencer des ateliers? Je pense que oui, en tout cas oui, pour débuter, oui. Ouais. Ah, il y a Nora qui dit oui. Nora, elle a dû la faire. Adeline et moi, on ne l'a pas faite, cette formation. Mais elle s'appelle Passeur de nature, cette formation. Et c'est une super nana, Émilie Lagouette. Elle est super. Une autre question de Grégoire qui dit « Quels écrits et auteurs conseillez-vous » Pardon? Quels écrits et auteurs? Quel livre ou ouvrage? Alors, je peux directement répondre, Adeline, ouais. Parce qu'il y a un livre qui m'a complètement séduit. Alors moi, déjà, j'avais énormément de lectures en allemand et quand je suis arrivée en France, j'étais un peu, bon, c'était en 2006, hein, donc c'était pas du tout développé la pédagogie par la nature. Et on me prenait un petit peu pour une extraterrestre ici avec mon projet, voilà. Donc, j'étais un peu déçue de pas avoir la lecture qu'il faut jusqu'au moment où je suis tombée sur Les Enfants des Bois de Sarah Vauquier. Et c'est ma Bible personnelle. Alors, c'est grâce à ce livre que vraiment j'ai sauté le pas et que j'ai voulu passer à quelque chose de concret. Et c'est vraiment un livre que je conseille à tout le monde. Après, il y a énormément de livres qui parlent, de plus en plus d'ailleurs, qui parlent de la pédagogie par la nature et qui sont super inspirants. Il y a Louis Espinassou qui a écrit pas mal de livres. Peut-être que, Adeline, qu'est-ce que tu conseillerais, toi? Comme ça, j'en ai pas qui me viennent, mais je sais que justement sur le site internet du RPPN, il y a toute une page avec les ressources, donc qui répertorie pas mal de livres comme ça, mais c'est vrai que sur le coup, là, j'en ai pas de noms qui viennent. Enfin, la Bible, oui, comme tu l'as dit, Les Enfants des Bois. Donc, ouais. Sarah Vauquier, c'est une pédagogue par la nature qui exerce en Suisse française. Et c'est vraiment le premier livre qui a ouvert un petit peu la pédagogie par la nature en France. Alors, une autre question d'Arnaud. Les institutions étatiques et collectivités sont-elles sensibles aux actions du RPPN ou pas encore? Ça, c'est pour toi, Caro. Oui, alors c'est un peu difficile parce qu'on ne rentre pas du tout dans leur case, on va dire. Moi, j'ai fait les démarches pour rentrer dans les normes et je me suis déclarée auprès de la DDCS, donc c'est Jeunesse et Sport. J'ai essayé avec la PMI, mais c'est pas du tout concluant pour l'instant parce que c'est trop contraignant pour eux. Alors, ça dépend sur quel conseiller on tombe. Moi, en tout cas, je n'ai pas une conseillère très ouverte, on va dire, et qui ne connaît pas très bien la pédagogie par la nature. Et du coup, ça leur fait un petit peu peur, tout ce qui est hygiène, les risques dans la nature. Voilà. Donc, il y a encore un grand, grand, grand travail à faire au niveau de la communication, je pense. Et au sein du RPPN, on a créé des groupes de travail. Et moi, justement, je me suis inscrite dans le groupe de travail du lobbying parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et c'est quelque chose, j'ai vraiment très, très envie justement que ça devienne plus une institution, que ça devienne une institution aussi en France. Il n'y a pas raison que dans les autres pays, c'est super développé et que nous, on reste dans notre coin et qu'on fait les choses
borderline. Voilà, on a vraiment envie de rentrer dans un cadre légal et qu'on ait toute notre place. J'espère que j'ai répondu. Oui, on a 2 autres questions de Marion. La première, c'est les lieux investis sont-ils publics ou privés? Autorisation ou non, responsabilité, etc. Et toujours de Marion, sa deuxième question, c'est je vois bien la facilité pour travailler avec les jeunes enfants, mais est-ce qu'il existe quelque chose de similaire pour les plus grands, 12-18 ans? Eh bien, pour la première question, ça dépend. Il y a des projets qui sont sur des terrains publics et d'autres sur des terrains privés. Donc avec des partenariats. Donc là, ça se fait par le réseau, en allant rencontrer les communes, si on veut justement que ce soit sur un terrain public. Ou sinon, c'est des parcelles privées. Il y a aussi des commodas. Enfin, on a une collègue qui en fait, elle a récupéré une châtaigneraie et puis voilà, en fait, elle en prend soin. Donc, du coup, elle peut faire ses activités enfin, l'échange, c'est de prendre soin de la châtaigneraie et voilà. Donc, oui, ça, c'est très varié. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Caroline. Non, c'est bon. Non, ouais. Et concernant s'il y a aussi un accès pour les plus grands, effectivement. Alors moi, personnellement, je suis éducatrice pour jeunes enfants, donc forcément, les enfants en bas âge, ça me parle beaucoup plus que l'accueil des adultes. Mais je propose aussi, par exemple, des sorties plantes comestibles avec une personne qui intervient. Après, on a 2 personnes qui ont co-créé le réseau avec nous, Julie et Ruth, et qui ont qui ont fait leur formation en Grande-Bretagne, qui est certifiée. Et là-bas, c'est beaucoup plus développé le côté accueil pour les adultes aussi. Donc, il y a Autour du feu en Bretagne, par exemple, et il y a une autre école buissonnière, donc c'est chez Ruth, dans la Drôme, qui font plus d'ateliers pour les grands aussi. Ouais. Oui, et puis il y a quelques structures aussi qui proposent pour des ados. Oui, sur des temps courts, ça peut être hebdomadaire les mercredis et puis pendant les vacances scolaires. Et ça, vous pouvez retrouver notamment les différents projets sur notre carte géographique, sur notre site internet. Et vous cliquerez, enfin, vous allez tomber sur leur site internet et voir toutes les activités qu'ils proposent. Parce que comme ça, j'ai pas, enfin, voilà en tête l'idée qui me vient. Mais oui, il y a Ruth et Julie notamment qui, elles, proposent aussi des activités pour les ados, enfin, dans cette tranche d'âge, hein, là, au-delà des petits-enfants, ouais. On a une autre question de Sophie. Quel conseil spécifique pour accompagner des enfants coupés de la nature vers cette pédagogie lorsqu'ils sont bien plus grands? Ça va être, je dirais, de vraiment, pour moi en tout cas, c'est de vraiment voir où ils en sont et de ne pas les brusquer à ouvrir leur zone de confort parce que ça peut justement renforcer des peurs ou un inconfort et pas leur donner envie. Mais déjà, c'est voilà, un maximum proposer, en fait, se nourrir aussi de leurs propres élans, leurs propres passions. Et ainsi, et puis donc d'aller dans un lieu qui inspire, qui est agréable. Et je ne sais pas si je suis très claire, mais du coup, ça va être de voir où ils en sont et petit à petit ouvrir un peu leur zone de confort petit à petit à travers les jeux notamment, à travers des expériences agréables. Je ne sais pas si je réponds à la question. Caroline, tu veux ajouter quelque chose? J'ai pas trop, j'ai pas entendu le début de cette question, donc. Quel conseil spécifique pour accompagner des enfants coupés de la nature vers cette pédagogie lorsqu'ils sont bien plus grands? Peut-être Sophie, si tu veux préciser, ouvrir ton micro, n'hésite pas. Hein. Oui, non, mais c'est clair.
J'allais dire, pardon Oui, Caroline, désolée. vas-y. Non, j'allais dire merci Adeline parce que j'ai bien noté la bienveillance et prendre le temps aussi d'accompagner chaque enfant vers cette rencontre avec la nature parce qu'effectivement, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir pas mal de choses ou en tout cas une sorte un petit peu comme avec des amis, parfois quand on a pris de la distance, c'est parfois plus difficile de revenir vers l'autre, donc se réapproprier ce lien. Et oui, je ne sais pas si Caroline avait un conseil particulier. Alors effectivement, je dirais aussi, voilà, toujours dans la bienveillance, bien sûr, accueillir l'enfant comme il est et voir sur quelle thématique il peut rebondir. Adeline disait sur sur des passions qu'il a éventuellement. Alors au début, des fois, il y a des enfants qui sont plus dans l'observation plutôt que d'être acteurs. Donc, laisser aussi ce temps aux enfants de vraiment arriver et de regarder autour d'eux qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut faire et d'observer, voilà, de les laisser arriver en gros. Après, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple quand on commence en tant qu'enfant. Petit, oui. Ouais, parce que voilà, oui, c'est beaucoup plus simple. Après, moi, j'ai quand même eu des enfants adolescents dans mes groupes et j'étais des fois confrontée effectivement à des commentaires vivement qu'on rentre pour que je puisse faire ma PlayStation. Mais voilà, donc c'est un peu l'environnement dans lequel on vit, effectivement, il faut faire avec et après, on leur montre ce qu'il y a d'intéressant dans la nature et on l'accompagne, toujours dans l'accompagnement, on l'accompagne dans ses découvertes, quoi. Super, merci beaucoup. On va prendre les deux autres questions avant de clôturer. Arnaud, donc Arnaud, il a une remarque, une question. Les principes de pédagogie que vous avez évoqués sont très intéressants. Ils me font penser aux principes éducatifs de l'éducation populaire qui prônent aussi des alternatives au cadre scolaire classique, un enseignement démocratique, accessible au plus grand nombre, jeu libre, prise de risque mesurée, etc. Êtes-vous en contact avec des organismes d'éducation populaire? Non, hein, je crois pas, Caroline. Non. Non, ouais. Après, peut-être bien que les porteurs de projets des structures en France, là, peut-être qu'elles sont en lien avec des organismes comme ça ne m'étonnerait pas, mais après, en tant que RPPN, on ne l'est pas. Ok, Lydia qui demande, avez-vous la possibilité de nous renseigner sur le contenu d'une journée en dehors du temps libre? Quel type de propositions faites-vous auprès des enfants? Une journée type, quoi, c'est ça? Sur le contenu d'une journée en dehors du temps libre. Ouais. Lydia, si vous souhaitez préciser, n'hésitez pas. Oui, alors, ce qui est intéressant et très sécurisant pour l'enfant, c'est déjà de ritualiser les journées. En tout cas, moi, je fonctionne beaucoup sur les rituels. Donc, quand les enfants, ils arrivent, ils s'installent, ils posent leur sac à dos, ils regardent, je leur laisse un petit temps pour arriver, pour observer les changements qu'il y a eu sur l'emplacement ou dans la nature. Ensuite, je les appelle avec la flûte et on fait un premier rassemblement. Lors du rassemblement, on parle plutôt de choses que les enfants ils ont envie de partager avec nous. Et après, il y a une grande partie de jeux libres, chez moi en tout cas, c'est comme ça. Une fois, à chaque sortie, je propose quand même une activité. Alors l'activité, elle peut durer 5 minutes, si ça ne prend pas du tout, comme ça peut durer durant toute la séance. Donc après, ça dépend
comment on accueille les enfants. Donc, voilà, moi, je suis très à l'écoute et j'observe beaucoup les enfants pour vraiment être au plus près d'eux. Et ensuite, une fois qu'on a fait l'activité, alors oui, l'activité, c'est souvent en lien avec la nature. Donc, ça peut être en automne, on va ramasser des feuilles sèches, par exemple, et on va faire on va dessiner sur les feuilles, ou alors on va travailler avec de l'argile, ou moi, j'ai la chance d'avoir la plage à côté, donc on va se promener sur la plage et faire des châteaux de sable. Après, voilà, je suis assez, j'essaye d'écouter les enfants aussi, ce qu'ils ont envie de faire, et après sortie, je m'inspire des retours des enfants pour voir ce que je pourrais proposer comme autre activité. Et voilà, à la fin, on se rassemble avant que les parents ils arrivent et ils reviennent la semaine d'après. Il y a d'autres questions qui arrivent. Je suis désolée, on ne va pas avoir le temps de les prendre parce qu'on s'est engagé à finir à midi et il est midi. Du coup, Marina, Catherine, n'hésitez pas à envoyer un mail à Caroline et Adeline si vous souhaitez poursuivre les échanges. En tout cas, un grand merci, Caroline et Adeline, pour votre intervention. C'était vraiment très intéressant. En tout cas, moi, personnellement, j'ai appris plein de choses. Pour l'ensemble des participants, le Festival de l'Apprendre continue toute la semaine. Donc, si vous souhaitez poursuivre sur d'autres ateliers, n'hésitez pas. Je vous mets dans le chat le lien d'inscription. Également, le festival il repose sur les dons des participants. Donc, si vous voulez et si vous pouvez faire un don à la Maison de l'Apprendre, ce sera chouette pour eux pour subvenir au coût de l'organisation. Et Adeline et Caroline, si vous souhaitez dire un petit mot de conclusion ou une prochaine étape, n'hésitez pas, la parole est à vous pour clôturer. Bah, tu veux commencer, Caroline? Oui, merci beaucoup d'être venus aussi. Pour moi, vous étiez nombreux, 23, je crois. Donc voilà, merci d'avoir écouté, d'avoir été là jusqu'au bout. Et j'espère qu'on a planté une petite graine en vous et que vous ayez envie d'en savoir plus. En tout cas, voilà, Adeline vous a plusieurs reprises parlé aussi du site du RPPN qui est vraiment très, très complet et qui pourra peut-être répondre à plein de questions que vous vous posez. Voilà, après, oui, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, on essaiera de répondre à titre personnel. Oui. Ben, moi aussi, Caroline, je te rejoins merci à tous et toutes pour nous avoir écoutés. Merci aussi beaucoup à Camille pour ton aide logistique parce qu'on n'est pas très doué dans l'informatique. Avec plaisir. Donc ça nous a bien rassurés. Merci beaucoup. Et puis oui, moi je crois que j'ai pas précisé aussi le nom de mon association que j'ai créée. Donc c'est le champ des possibles. Et puis voilà. Et puis donc comme oui disait Caro, allez fouiller peut-être des informations sur le site RPPN ou n'hésitez pas aussi à nous envoyer des mails si vous avez d'autres questions. Voilà. Les adresses mail de Caroline et Adeline sont en copie du mail de confirmation que je vous ai envoyé hier soir et ce matin. Merci à tous et très bonne journée. Merci Camille, merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.